Je vous remercie de m'inviter. J'ai lu tout ce qu'on a bien voulu m'envoyer sur votre séminaire, qui m'intéresse à bien des égards. Et en particulier, je disais à Gérard tout à l'heure qu'il ne peut pas mieux tomber pour moi. J'espère que je vais vous le faire partager, parce que j'ai rendu hier à mon éditeur un livre, comme toujours, sur le même sujet, qui sont comment faire avec les couples stériles, sauf que ce livre est un peu un anti-livre, en tout cas pour moi. Son titre, c'est même pas un sous-titre, son titre est l'infertilité, un mal à dire. Autrement dit, quels sont les mots que les patients fertiles emploient et quels sont les mots que moi aussi j'emploie. Et plus j'avance, plus je me rends compte que au-delà de l'aspect thérapeutique, quand on vient voir un psy dans le but de vous aider à avoir un enfant, il y a cette difficulté de dire, ou bien des mots qui ne sont pas exactement ceux qu'on attendrait dans un tel type de consultation. Et donc c'est vraiment l'objet de ce livre, qui est un livre un peu bizarre, comme je disais à Gérard, bizarre au sens où finalement je parle presque autant de moi que des patients, non pas à cause d'un ego hypertrophique, mais parce que je pense que je fais partie de ce que j'ai appelé la tribu des infertiles. Alors là, j'ai plus chaussé dans ce livre ma casquette d'anthropologue. Il me semble que eux et moi, à partir du moment où on est vraiment immergé dans ce bain très bizarre qui est l'infertilité après AMP, on est presque au même niveau. Alors certes, j'ai pas de problème d'enfant et eux en ont un, mais au-delà de ça, nous essayons de communiquer à travers des mots, MAUX mais aussi MOT, qui sont des... Enfin, il faut entrer dans leur langage, il faut décoder leur langage. Et quelquefois, je me rends compte, quand je parle à des collègues, que je parle le langage des patients et non plus le langage des psys. Alors, je me reprends, évidemment, pour avoir l'air bien normal, mais ce qui m'a porté dans ce bouquin, c'est que l'infertilité n'est pas une maladie en un seul mot, c'est vraiment un mal à dire. C'est ce que j'ai essayé de développer pendant 200 pages dont je vous fais grâce, surtout que je serais bien incapable de résumer ce que j'ai dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une toute petite introduction, peut-être sociologique, mais ce ne sera pas long, ou médicale. C'est que l'AMP, vous dites PMA, je crois, ici. Enfin, nous on oscille, enfin bon, PMA, disons PMA, est à son sa troisième histoire. La première histoire, c'était avant la fécondation in vitro. C'était principalement marqué par les opérations pour les femmes qui avaient un problème de trompe, l'IAD, avec la question de l'anonymat, etc. Ce sont des vieilles histoires qui remontent aux années 72, 75, 78. Et puis ensuite, il y a eu cette révolution épistémologique qui a été l'invention de la fécondation in vitro. Donc les années 82, 84, avec cette révolution complètement étonnante qui était que, voilà, c'est vraiment une histoire extraordinaire. On fait un embryon in vitro avec les gamètes d'un couple. Donc Gérard, tu parlais de sexualité. Je ne sais pas si je dirais la même chose aujourd'hui, dans la mesure où la fécondation in vitro rend la sexualité un peu inutile, en tout cas pour la fécondation. Alors certes, il peut y avoir une sexualité en dehors de la fécondation, mais quand on voit le parcours de ces couples qui sont axés pendant des années sur la rencontre des gamètes,
que le ça, un ça grodéckien, le ça est lieu, la sexualité, surtout qu'il y a des messages paradoxaux d'un certain nombre de médecins qui disent éviter toute relation sexuelle parce que ça rend ça appauvrit le sperme le jour de la masturbation en vue de fécondation. Si bien que beaucoup de couples désinvestissent la sexualité, et du coup, c'est aussi un langage que les médecins fivistes n'aiment pas tellement entendre parce que ça ne les regarde pas, et qu'il y a beaucoup que les couples n'osent pas tellement parler. Et là, j'ai eu assez récemment, je comptais en parler à la fin, mais je vais en parler tout de suite. C'est un couple qui m'avait été adressé par un médecin fiviste il y a à peu près 2 ans, en me disant que je suis très ennuyé parce que ce couple fait une démarche de FIV, et ils sont tous les deux tout à fait fertiles, mais ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Et apparemment, il disait que la femme du couple n'avait jamais eu de relation sexuelle du tout. Et il m'avait téléphoné pour ça en me disant ça m'ennuie tout de même de leur faire une FIV parce que ils sont pas infertiles du tout, et puis je crois pas que j'aide en quoi que ce soit, donc je préférais que vous les voyiez, voir ce que vous pouvez faire avec eux. Donc je les avais vus l'un et l'autre. Alors évidemment l'histoire était très compliquée, je ne la raconte pas en détail, mais j'avais bien compris. Je les avais vus ensemble, la patiente la première fois, et ensuite je lui avais dit je souhaite voir votre mari. Il était venu du coup tout seul, et il m'avait dit que lui avait une vie sexuelle, mais jamais avec sa femme, qui avait divorcé d'un premier mariage qui était un mariage blanc, enfin bon. Et je leur avais dit, mais sans vraiment y croire, que ce serait j'écoutais la demande de leur fiviste, et que peut-être ce serait pas mal qu'on essaie de se voir. Je savais pas très bien ce que je pourrais faire, mais enfin bon. Ils m'avaient dit oui. Ils étaient venus 2 fois et n'étaient plus revenus, ce qui m'avait pas du tout étonné. Ce qui m'avait le plus étonné, c'est qu'un an après, la patiente m'avait téléphoné en disant « Je suis enceinte de jumeaux et j'aimerais vous voir pour vous parler de ces jumeaux, la grossesse est difficile, etc. » Bon. Enfin, donc, je l'avais reçue, bien sûr, et elle m'avait dit « Écoutez, la situation entre nous est au même point, mais finalement, notre fiviste a cédé devant notre insistance, et il a fait une fécondation in vitro, et ça a très bien marché tout de suite. » Donc elle venait parler de sa grossesse pour les jumeaux. Bon, elle a accouché, elle m'a retéléphoné quelques mois après, en me disant peut-être ce serait pas mal qu'on essaie de se reparler de cette histoire de sexualité, mais je la sentais vraiment, et je lui avais dit bien sûr quand vous voudrez, et elle n'est jamais revenue. Bon, alors peut-être que j'ai pas su trouver les bons mots, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Je comptais vous en parler à la fin, parce que ça faisait partie de mes échecs entre guillemets. Mais comme tu m'as parlé de ça, je vois tout de même pas mal de couples, alors pas à ce point-là, qui ont une vie sexuelle mais très très pauvre et qui désinvestissent complètement la sexualité dès qu'ils rentrent dans des parcours d'AMP. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite, après, ils n'auront pas une vie sexuelle, mais bon, alors je me suis interrogé à propos de ce couple qui a eu des jumeaux. J'ai essayé de réfléchir, j'en avais parlé à des collègues. Est-ce qu'on peut, comme ça, essayer de faire une prédiction sur le devenir psychique de ces enfants nés sans sexualité procréative de leurs parents. On en avait discuté un soir comme ça chez moi, et tout le monde était d'accord pour dire qu'on n'en savait rien. Que d'abord c'était des gens relativement jeunes, enfin ils avaient 30-35 ans, on ne savait pas ce qui allait se passer après, et que
quelle était la garantie que si jamais un jour ils arrivaient à avoir une relation sexuelle, ce serait mieux pour les enfants. Enfin, on avait discuté de ça autour d'un verre le soir, mais je m'interroge toujours. Ça m'intéresserait beaucoup de les revoir, mais je suis tout à fait demandeuse de votre avis sur ce cas. Où finalement, aussi bien le fiviste que moi-même, nous avons calé. Bon, lui a accédé à leur demande, et moi j'ai accédé aussi à leur demande, qui était de ne pas trouver de mots, de ne pas en parler. Enfin, ils sont venus parce qu'il fallait venir, parce que c'était des gens culturés, etc. Donc, mais j'ai pas su trouver de mots, et lui non plus. Bon, voilà. Donc je ne dirai plus imprudemment cette phrase que j'avais dite avant la FIV. Alors, je reprends mon fil rouge qui était, il y a eu la FIV, et au départ de la FIV, donc juste après les naissances d'Amandine, de Louis Brown, etc. Enfin, je devrais commencer par Louis Brown. D'ailleurs, les Australiens disent que c'est eux qui sont les premiers. Il se trouve que j'étais allé en Australie, j'ai fait un séjour en Australie dans ces années-là, et ils étaient absolument furieux qu'on dise que c'était les Anglais qui avaient inventé la FIV, parce qu'ils considéraient que c'était eux. Et d'ailleurs, il m'avait dit, la preuve, allez donc chez John, dans la famille de John, qui était le premier bébé né de fécondation in vitro, allez-y carrément 3 jours, ce que j'avais fait. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Donc, au départ, c'est intéressant pour l'histoire des idées, mais c'est intéressant pour les mots. MOTS. Au départ, quand on a trouvé cette technique complètement révolutionnaire de faire un embryon in vitro avec les gamètes du couple, on considérait que le succès, c'était où ça marchait pas. Si ça marchait, c'était formidable. Et si ça ne marchait pas, évidemment, c'était un échec de la technique, voire une mauvaise indication, etc. Donc, il y avait quelque chose de très binaire. Et au départ, il y avait une blessure narcissique de la médecine, parce que ça marchait mal. Au départ, on est parti sur des taux de succès très très faibles, 5%, c'est monté à 10%, ensuite à 15%. On n'est d'ailleurs jamais aller au-delà, dans les meilleures équipes du monde, de 20-25% de réussite par cycle, ce qui est tout intéressant parce qu'on n'a jamais pu faire aussi bien que la nature. Parce que la nature, c'est à peu près 25% de réussite par cycle chez des gens jeunes et normalement fertiles. Alors qu'en FIV, tout est soigneusement, tous les paramètres sont soigneusement contrôlés, la qualité de l'endomètre, enfin, etc., tout ce que vous savez. Donc malgré toutes ces préparations extraordinaires, on n'est jamais arrivé à dépasser la nature. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas intéressant. Donc au départ, pour les thérapeutes, on m'envoyait des patients, on nous envoyait des patients en disant, ben voilà, ce serait bien si ça pouvait marcher, la réussite étant la conception d'un enfant. Avant la naissance, parce qu'il y avait tout de même pas mal de fausses couches, il y a tout de même pas mal de fausses couches en FIV, la réussite, c'est une conception, et de préférence une naissance d'un bébé bien portant. Donc c'était cette logique binaire, et tout le monde s'est un peu enfourné dans cette logique. Et ben, quand ça ne marchait pas, il y avait tout de même 50%, au jour d'aujourd'hui, il y a tout de même 50% d'échecs en FIV, ce qui est tout de même énorme, 1 cas sur 2. Pour des gens qui font 3 ans de FIV dans des équipes très très bien formées, aussi bien en Suisse qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre. Donc ça marche pas bien, la FIV. Enfin, il y a tout de même beaucoup de gens qui ont des enfants, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mais ce qui s'est... Alors, bon, ça c'est un point, mais moi je me suis rendu compte en parlant avec les patients et en parlant un peu entre nous parfois, qu'on s'était peut-être un petit peu trop figé sur une espèce de résultat réussite égale conception. Que c'était pas forcément si simple. Alors je ne veux pas dire que l'échec était simple, mais l'échec de la conception, mais il y a beaucoup d'autres questions qui se sont greffées autour de la FIV et de ces, j'allais dire de ces dégâts collatéraux, non, de ces développements qui sont
finalement, j'ai repris, pour écrire ce bouquin, je me suis amusé à écrire une sorte de journal de bord des patients que j'avais vus depuis août dernier. C'était un petit gadget pour moi. Je me suis dit, je vais me donner 9 mois, le temps d'une grossesse. Et donc, j'ai terminé il y a 8 jours. Et donc, sans aucun filtre, enfin, de manière parfaitement honnête, j'ai fait une liste des patients en AMP, en PMA, que j'avais vus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de patients, d'ailleurs il y en a un, je crois, ou deux, qui faisaient une FIV classique avec leurs gamètes, en disant voilà, pour l'instant ça n'a pas marché. Finalement, il y en a un ou deux. Et les autres, c'est qui les autres? Alors j'ai repris, j'étais un peu étonné moi-même quand j'ai vu ça. J'ai vu que les autres, c'était avec l'évolution de la société, dont les patients reflètent, sont le symptôme, enfin même pas le symptôme, sont le reflet. Il y a la première chose, c'est qu'une fois qu'on a eu cet embryon, au début, on le remettait bien évidemment dans l'utérus de la mère, qu'on appelle maintenant la mère d'intention, puisque le couple venait. Bon. Mais au bout de 2 ou 3 ans, il y a eu une autre révolution qui est le don d'ovocytes. Donc maintenant, cet embryon in vitro, il est très souvent le fruit la plupart du temps du père, mais d'une donneuse d'ovocytes. Pourquoi une donneuse d'ovocytes? C'est pas par caprice, évidemment, c'est que c'est là où c'est important d'avoir le regard de la société, c'est que je me suis rendu compte dans mes cas que j'avais 8 cas, 8 histoires, je dirais, de patientes qui ont eu un enfant comme tout le monde. Et puis, elles avaient l'âge qu'ont les femmes maintenant au premier enfant, qui est 28, 29 ans. Ensuite, un bout de temps se passe, des problèmes de boulot, enfin des questions banales. Ensuite, le couple va avoir un deuxième enfant. Simplement, entre-temps, la femme n'est plus aussi fertile qu'à 29 ans. Elle a 34 ans, 35 ans. Alors, on parle de ménopause précoce. Je ne sais pas si c'est des ménopauses précoces ou non. En tout cas, elles font d'abord des FIV, évidemment, comme pour le premier enfant. Elles font des FIV, parce que ça ne marche pas spontanément. Elles font des FIV, ça ne marche pas. Et le FIViste leur dit, écoutez, madame, vous n'avez plus beaucoup d'ovocytes en état de fonctionnement, pour faire simple. Donc, ou bien vous continuez comme ça, et vous avez de moins en moins de chances que ça marche, ou bien vous faites un don d'ovocytes. Alors, vous savez peut-être que la France est un pays bizarre, parce que le don d'ovocytes est prévu par notre loi bioéthique depuis 1994, mais on n'a pas de donneuse. Alors c'est gênant, on n'a pas de donneuse, parce que comme on les dédommage d'aucune façon, on leur rembourse à peine leur ticket de métro pour venir à l'hôpital, et que tout de même donner un ovocyte ou des ovocytes, c'est stimulation ovarienne, etc. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il y a extrêmement peu de donneuses, donc il y a 3 ans d'attente. Alors une femme qui a 34 ans, on lui dit à 37 ans, vous avez une petite chance si bon, enfin c'est pas sûr, parce qu'on a vraiment très peu de donneuses. Qu'est-ce que font les patientes françaises? Elles vont à l'étranger, elles vont en particulier en Espagne ou en République tchèque, voire en Ukraine, mais ça c'était avant la Révolution, je crois que maintenant elles n'y vont plus. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si elles vont en Suisse. Qu'est-ce qu'en Suisse, vous avez des donneuses d'ovocytes? Oui. Et vous les dédommagez ou vous les indemnisez? Quelqu'un sait ici? Moi, je sais que ça se passe, qu'il y a des étrangers qui viennent en Suisse. Ouais, qu'il y a des... En tout cas, donc ce sont ce que nous appelions autrefois des infertilités secondaires, puisque ces couples ont un enfant, et ils ont beaucoup de mal à mettre des mots
sur la donneuse. Alors, le premier mot qui vient, et qui varie, c'est ça qui est tout à fait passionnant dans notre métier, c'est que ces patientes viennent consulter d'abord pour, au fond, la donneuse, c'est qui? Donneuse d'abord, donneuse, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Qu'est-ce qu'elles donnent en donnant leurs ovocytes? Alors, bon, on parle, on explique, elles savent bien sûr scientifiquement ce que ça veut dire, mais la question c'est, est-ce qu'elle ne va pas être la mère? Est-ce qu'elle ne va pas être la mère de mon enfant? Et puis, qu'est-ce qu'elle va avoir comme relation avec mon mari ou mon conjoint? Parce qu'au fond, ils vont procréer ensemble. Alors, là, il y a vraiment une variété de langage sur cette donneuse, cette so-called donneuse. Soit c'est d'abord une bonne fée. Alors ça, c'est un mot qu'on leur suggère un peu. On leur dit c'est une bonne fée. Donc, je répète, c'est une bonne fée. Mais souvent, c'est un peu un langage obligé. D'autres, c'est une femme qui est dans la toute-puissance, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, parce que j'ai vu pas mal de femmes qui ont donné leurs ovocytes et qui roulent un peu des mécaniques, même si c'est anonyme, en disant, bon, c'est grâce à nous que... Même si c'est anonyme, j'ai participé à une recherche en Espagne, enfin en Catalogne, sur des donneuses d'ovocytes, avec des donneuses d'ovocytes qui sont pas mécontentes. D'ailleurs, en plus, elles ont elles-mêmes une histoire. Ça, j'ai découvert ça en écoutant les Espagnols. Souvent, ce sont des femmes assez jeunes, mais qui ont fait une IVG, enfin un avortement avant, et qui trouvent le moyen assez astucieux de réparer cet avortement en donnant des ovocytes. Et donc à la fois elles se réparent elles-mêmes et elles sont assez contentes de leur coup, si j'ose dire. Et donc ça, même si elles ne se connaissent pas, les couples infertiles qui font des dons d'ovocytes entendent très bien ce langage, même si ce n'est pas dit. Alors elles me demandent ce que j'en pense. Alors évidemment, je ne dis pas ce que j'en pense. Je leur dis, vous savez, j'en pense rien, parce que j'entends tout et son contraire. Donc je ne suis pas celle qui sait, parce que j'entends aussi un autre langage qui est, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance d'avoir un don d'ovocytes, puisque c'est moi qui suis enceinte, et dit par les patientes, depuis l'origine de l'humanité que je sache, la maternité est bien définie par la femme qui a le gros ventre et qui accouche. Donc de toute façon... c'est moi la mère enceinte, c'est le don d'ovocytes, on va l'oublier. Ce qui les gêne quelquefois, c'est leur mari. C'est le fait que, heureusement que c'est anonyme, parce que sinon, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le don qui est possible entre sœurs, notamment en Belgique. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, je ne crois pas que ce soit possible en Suisse. En tout cas, sur cette question de la définition de la maternité, je crois que la fécondation in vitro avec don d'ovocytes fait avancer énormément la question, qu'est-ce qu'une mère ? Parce que, évidemment, je fais un saut là, mais... savoir qu'est-ce qui est donné par l'ovocyte. Alors tout le monde connaît la bonne réponse. Ce qui est donné, c'est l'ADN, c'est le capital génétique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le capital génétique, derrière l'hérédité? Est-ce que c'est le don pour le violon du grand-père? Alors on dit non, je sais bien que c'est pas héréditaire le don pour la musique, mais en même temps il y a une petite musique qui dit que si, c'est peut-être bien héréditaire tout de même. Les Bach, enfin on sort tout ça. Et puis, autre question, une fois que l'ovocyte est là, on peut le remettre, bien sûr, dans l'utérus de la mère d'intention, mais on peut aussi le remettre dans un autre utérus qui n'est pas celui de la mère d'intention, et là s'ouvre tout le pan de la gestation pour autrui. Alors, certes, dans nos contrées, ce n'est pas très répandu, ça existe tout de même. Et moi, j'ai fait une recherche avec une anthropologue canadienne sur la gestation pour autrui, et à partir de cas cliniques. Et par moment, je me dis que la gestation pour... Alors, je prends un cas simple, je ne vais pas
m'étaler parce que c'est un des cas rares, mais la gestation pour autrui, quand l'embryon est conçu avec les deux gamètes des parents d'intention, le père d'intention, je l'appelle comme ça parce que c'est un peu conventionnel, mais c'est clair, le père d'intention et la mère d'intention, donc ce sont les parents génétiques qui seront aussi les parents sociaux, etc. On le remet dans l'utérus d'une femme qui est aussi mère, moi je l'appelle mère, en général elle est mère, qui ne fait que porter l'enfant. Et donc c'est beaucoup porter l'enfant, mais en même temps c'est pas du tout son enfant, dans la mesure où elle le rend ensuite aux parents d'intention. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique, parce que c'est presque l'affaire Dreyfus, la gestation pour autrui, mais on peut se demander si une femme qui a eu un enfant avec un ovocyte qui n'est pas le sien, n'est pas dans une situation psychologique plus fragile qu'une femme qui aurait eu un enfant uniquement porté par quelqu'un d'autre, enfant qu'elle récupère ensuite. Moi, j'ai des cas cliniques derrière ce que j'avance comme hypothèse, et je pense que la gestation pour autrui, malgré tout ce qu'on peut dire, peut être beaucoup plus simple que le don d'ovocytes. Alors, quand je dis ça, en général, dans les congrès, je me fais jeter des horions, mais je pense que le don d'ovocytes est compliqué. Alors, d'autant que le don d'ovocytes, pour les couples qui sont en parcours de FIV long, se complique aussi du fait que quelquefois, il faut aussi un don de sperme. Alors, pour que la France, au lieu de faire les choses simples, elle les fait compliquées. Donc, on pourrait dire il y a un don d'ovocytes, un don de sperme. Donc, il y a un embryon. Et on va le remettre dans l'utérus de la mère d'intention. Mais en France, ce qu'on appelle le double don est interdit. C'est bizarre, parce qu'en France, on autorise le don de sperme et le don d'ovocytes, mais on n'autorise pas le double don. Alors, encore une fois, la Suisse, je ne sais pas, parce que nous, en France, on est vraiment très bizarre sur la question. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup de patients qui sont dans ce cas-là. Alors, Friedman, par exemple, le professeur Friedman m'a envoyé il y a, 6 mois, un couple de médecins qui étaient tous les deux infertiles à cause de leur âge principalement. Ils avaient tous les deux dans les 42-43. Étant médecins, ils se sont dit, on est infertile, nous acceptons le don, donc on va voir le professeur Friedman, il les appelait mon cher collègue, en disant, est-ce que vous pouvez nous faire nous souhaitons avoir un don d'ovocyte, un don de sperme, et ensuite on me remet l'embryon. Et Friedman leur dit, chers amis, c'est interdit en France, mais par contre, je peux vous proposer quelque chose qui est l'accueil d'embryons. Donc je peux vous donner un embryon qui a été abandonné par des couples, non pas parce que ce sont des méchants couples, mais parce qu'ils avaient 14 embryons, ils n'ont pas besoin de tous ces embryons, donc ces embryons sont dans les congélateurs de mon hôpital, donc je peux vous donner cet embryon. Et ce couple a dit, ah non, mais nous ne voulons pas du tout l'enfant de quelqu'un d'autre. Nous voulons un enfant fait, à défaut d'être par nous voudrions un enfant fait pour nous. Alors Friedman leur a dit, alors là, écoutez, il faut aller voir Delaisy qui vous expliquera, mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en France, c'est interdit, donc je peux vous proposer, vous ne voulez pas de don d'embryon, allez la voir. Alors, ils sont venus me voir, on a longuement discuté du pourquoi ils ne voulaient pas l'embryon d'un autre couple. Alors, ils m'ont dit des choses qui sont très intéressantes, avec des mots différents, que j'ai entendu d'autres mots ailleurs. Ils ont dit qu'ils auraient l'impression de voler un enfant, parce que malgré tout, cet enfant a été fait par un autre couple. Donc on dit, on n'est pas des voleurs d'enfants. Enfin, on est des gens très bien, on n'est pas des voleurs d'enfants. Alors on a parlé de ce thème du vol. Et puis ensuite, ils ont dit, mais nous ne voulons pas d'un enfant qui aura des frères et sœurs... qui aura des frères et sœurs qui auront à peu près le même âge. On s'arrête dans une aire d'autoroute pour aux 4 épis, et puis on voit des enfants dans la table d'à côté qui ressemblent comme un frère, comme dirait qui vous savez, et ce sont bien des frères et sœurs de nos enfants.
Alors, certes, nous ne sommes pas des fanatiques de génétique, mais enfin, nous ne voulons pas. Et puis, chère madame, et l'inceste. Enfin, qu'est-ce que vous faites de l'inceste s'ils se rencontrent sur les bancs de la fac, etc. Bon. Donc, on a beaucoup parlé. Et finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un double don. Ils sont allés en République tchèque. Ils ont fait appel à un double don. Et ils ont 2 enfants maintenant nés de double don. Ceci dit, ils reviennent pour en parler, car on leur a dit, comme ils sont médecins, on leur a dit plus de choses qu'on aurait dû leur dire. On leur a dit que le donneur de sperme venait d'une banque danoise qui s'appelle Cryos, qui inonde l'Europe. Ils ont beaucoup de donneurs de sperme parce qu'ils sont dédommagés. Et d'ailleurs, pas uniquement pour ça, parce que pas mal de ces donneurs de sperme actuels acceptent que leur nom soit donné à la majorité de l'enfant. Donc, il faut pas c'est pas les 300 € qu'on leur donne qui constituent la motivation de leur don. Donc, on leur a dit que le donneur de sperme était danois et que la donneuse venait de Tchéquie. Alors ils se sont mis à fantasmer sur qu'est-ce que c'est que ce couple qui se connaissent pas, qui ont eu tout de même un enfant ensemble, puisque l'embryon vient d'eux. Donc, bon, alors voilà, on parle avec des mots, ils reviennent 1 an après, reparler de ce couple. Alors je leur dis, bon, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Alors, un couple, c'est des gens qui vivent ensemble, mais c'est aussi des gens qui procréent ensemble. Alors, ces gens-là, évidemment, ne vivent pas ensemble puisqu'ils ne se connaissent pas, mais ils ont procréé ensemble. Bon. Alors, sur ma liste, là, il y avait 6 histoires de double don. Donc, c'est pas si... Surtout que c'est sur une période de 9 mois, vraiment. C'est pas si exceptionnel que ça. Quant aux dons les dons d'ovocytes, alors là, j'en ai 21, ce qui est tout de même énorme sur une période aussi courte. Alors, ces dons d'ovocytes, donc, sont soit des infertilités secondaires, telles que je vous les ai expliquées tout à l'heure. Donc, les mots du couple, qui ont déjà un enfant, c'est... alors, est-ce que cet enfant est le vrai frère ou sœur de notre premier enfant ? Alors ça, je vois que les questions dont on pensait qu'elles étaient verticales sont souvent horizontales et se jouent beaucoup au niveau de la fratrie des pères. Est-ce que c'est le vrai frère et sœur ? Alors, on parle de ça et ça, j'en aurais pour la soirée si je vous déclinais tout ce que les patients mettent dans le mot frère ou sœur. Alors, dans ces dons d'ovocytes, il y a donc quelques patients qui sont allés en Belgique pour avoir un don d'ovocytes de leur sœur. Alors, petite anecdote, tout le monde pense au couple Bruni-Sarkozy, dont on dit, alors je n'ai pas plus de renseignements que les autres, que Carla Bruni, pour son 2e enfant, donc elle était tout à fait dans ce cas d'infertilité secondaire, enfin son premier enfant n'était pas l'enfant de Sarkozy, mais pour elle c'était un 2e enfant qu'elle n'arrivait pas à avoir parce qu'elle avait, je sais pas, 42 ans, tout le monde dit qu'elle avait demandé à sa sœur, Valéria Bruni Tedeschi, qui est une cinéaste tout à fait remarquable, de donner son ovocyte qui est plus jeune. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que les patients en parlent. Et ils disent, finalement, alors ils n'en savent pas plus que moi ni que personne, ils disent, finalement, ils ont renoncé, parce qu'ils se sont dit, c'est trop compliqué que Valéria soit à la fois la mère et la tante.
Alors, c'est extraordinaire de voir à quel point les gens fantasment là-dessus. Et ils disent, finalement, les Sarkozy sont allés en Californie et ils ont fait appel à une donneuse non anonyme. C'est possible en Californie parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas prendre n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un qui a un niveau d'études tout à fait top. Enfin, tout ça, c'est du fantasme. J'ignore complètement la réalité. En tout cas, la naissance de ce deuxième bébé du couple Sarkozy a fait couler beaucoup d'encre, puisque tout le monde a bien pensé qu'elle ne pouvait pas être la mère génétique. Je crois d'ailleurs que c'est vrai. Enfin, bon. Alors, donc les mots. Je n'ai pas parlé des hommes, j'ai parlé que des femmes. Les hommes ont aussi des mots qui sont très blessants quand ce sont eux qui sont infertiles. On leur dit que leurs spermatozoïdes sont trop lents, qu'ils ont des formes anormales. C'est le langage médical, ça. Mais évidemment, les patients ne le comprennent pas du tout sur le mode métaphorique. Enfin, ils le comprennent qu'ils sont anormaux et qu'ils sont lents, enfin, et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, en général, ils arrivent avec le spermogramme, très souvent, en disant « Regardez, c'est écrit ». C'est écrit formes anormales, il y en a très pauvres, spermatogénèse très pauvre, etc. Donc, et je disais à Gérard que tout à l'heure, pratiquement dans le train, ça ne me passait pas, mais j'ai reçu un email d'un couple où la femme était parfaitement fertile. C'était l'homme qui était quasiment presque infertile, m'avait dit le FIVIS qui me les avait envoyés. Et cet homme m'inquiétait énormément, mais vraiment m'inquiétait beaucoup, parce qu'il était dans un état de dépression profonde, mais vraiment plus. Et il m'a dit, si ça ne marche pas en faisant des ICSI, je me suicide, parce que ma vie n'a absolument aucun sens sans enfant. Et je crois que j'avais bien compris que c'était pas du tout une façon de parler, parce que sa femme était revenue me voir et elle m'avait dit je suis très très inquiète pour mon mari et vraiment j'aimerais beaucoup qu'il vienne vous voir régulièrement. Je dis, je suis à votre disposition. Et alors il était venu 1 ou 2 fois et il était dans un déni absolument total en me disant bon, ça va peut-être marcher, l'ICSI. Et d'ailleurs, je pense que ça va marcher. Et nous aurons des jumeaux. Et nous aurons 2 couples de jumeaux. Et je suis déjà en train de préparer la chambre. Je peins les chambres. Il y en a 2 là, 2 là. Alors qu'il m'avait dit 1 mois avant que ça ne marcherait jamais. Et alors je reçois ce soir le mail suivant que je vous lis, parce que est adressée par la patiente. Elle me dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon mari et moi, et comment je m'en souviens. Nous étions venus vous consulter plusieurs fois dans le protocole FIV. Cela nous avait beaucoup aidé, en particulier mon mari qui était très angoissé, c'est une façon de parler. Et nous avons fait une 3e FIV ICSI en mars. Elle a fonctionné. Bon. Alors quand je lis le mail, je me dis, chouette. Nous sommes très heureux. Toutefois, je vis assez mal ce début de grossesse et je suis très stressée pour la santé du bébé. Mon médecin pense que je développe un stress post-traumatique suite à la PMA. Je voulais savoir si je pouvais revenir vous voir. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que le médecin, donc, il a mis une étiquette sur stress post-traumatique à la suite d'une PMA. Ce que j'ai souvent entendu, enfin, beaucoup de patients sont venus dans ce cadre-là. Mais dans le cadre de ce couple-là, le mari donc était très 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 infertile, ça a marché tant mieux grâce au talent du FIViste, mais elle était vraiment dans une protection de son mari, au point que je lui ai dit une fois où elle est venue seule, je lui ai dit, écoutez, ne vous rendez pas tout de même stérile vous-même,
pour protéger votre mari. Elle m'avait dit, ah bon, vous croyez Bon, je fais rarement des interprétations de ce genre, mais là, je pensais vraiment que ça pouvait les aider. Je ne sais pas si ça les a aidés ou non. En tout cas, elle a été enceinte, mais elle n'est pas bien. Alors, je pense que j'avais tout de même vu un peu juste, c'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ce mail tout à l'heure, je me suis dit, ça y est, elle va faire une fausse couche. Et d'ailleurs, Gérard m'a aidé à décoder le mail, parce que du coup, j'ai pensé qu'elle avait accouché et qu'elle faisait une espèce de dépression du postpartum. C'est ce qui m'avait un peu confondu, c'était stress post-traumatique. J'avais lu stress postpartum. Enfin, faut dire, à ma décharge, je l'ai lu en descendant du train. Mais bon, je pense que cette patiente, elle est en train de prendre le poids, la charge sur elle. Enfin, alors, bien sûr, je vais la voir, mais en tout cas, l'histoire du stress post-traumatique à la suite d'une PMA, j'ai vu ça souvent encore il y a, je sais pas, 3 semaines. Une patiente que j'avais tout de même soutenue un peu à bout de bras, justement, en mettant des mots, y compris des échanges sur les films que nous avions vus, parce que moi, le cinéma est un peu mon oxygène. Il se trouve qu'elle aussi, elle suivait un parcours de PMA qu'elle trouvait très pénible, et elle me disait, c'est bien, avec vous, je viens discuter cinéma. Je lui ai dit, c'est formidable, et très bien, enfin, on avait un peu plaisanté là-dessus, et elle avait été enceinte, et elle m'avait téléphoné en me disant, est-ce que je peux vous voir de toute urgence, je suis enceinte. Je m'étais retenu de lui dire bravo, j'avais évidemment rien dit, je lui ai donné un rendez-vous. Et elle m'a dit, je viens parce que je veux faire une IVG. Et bon, on avait beaucoup parlé de cette demande d'IVG, qu'elle n'a pas faite, en tout cas à ma connaissance, mais il a fallu mettre beaucoup de mots sur cette demande d'IVG. Elle avait trouvé que cette PMA, cette grossesse qui venait après tellement d'années, n'avait plus de sens. Et elle était d'une angoisse folle, parce qu'elle m'a dit, je ne peux absolument pas retourner voir mon médecin pour lui dire que je vais faire une IVG, il va me prendre pour une folle. Elle m'a dit, je vais aller à l'hôpital. Elle était très décidée à faire cette IVG. Je vais aller à l'hôpital, mais on va me demander évidemment, surtout qu'elle avait 42 ans, pourquoi si j'ai déjà eu des enfants, elle n'avait pas d'enfants, et si ça se trouve, ils vont refuser. Enfin, elle s'était fait tout un film. Bon, on a beaucoup parlé de ce choc que représentait. Elle m'a dit, c'est pas un vrai bébé. Enfin bon. À ma connaissance, elle n'a pas fait d'IVG. Mais l'histoire du stress post-traumatique, moi, j'aurais pas dit ça comme ça, suite à une PMA, parce que moi, j'ai vu vraiment des dépressions, pas des dépressions du postpartum, ça c'est banal, des dépressions postnatales à la suite d'une FIV, d'une PMA réussie, faute d'élaboration pendant la grossesse, parce qu'on est tous, et en particulier les FIVistes, tellement pris par une équation qui est réussite de la conception égale réussite du projet parental, puisque maintenant il faut mettre des mots sur tout, donc projet parental, qu'on oublie de penser que réussite, c'est pas forcément les gamètes qui se rencontrent. Bon. J'ai combien de temps encore? Un quart d'heure? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec vous. 5 minutes. Bon. Alors, je vais vous parler d'un type d'histoire qui est tout de même... Je vous en parle parce que j'en ai tout de même 5 ou 6 dans ce tout petit échantillon qui n'a aucune visée de représentativité. Ce sont les couples homoparentaux. Les couples de femmes... pour lesquels donc un boulevard s'est ouvert avec
avec la fécondation in vitro, avec le don d'ovocytes, avec la fécondation in vitro, même si c'est interdit en France, elles font très facilement, évidemment, des inséminations. Et alors, j'ai eu 2 couples de femmes qui m'ont beaucoup intéressé, et je les soumets à votre réflexion. Ce sont des couples solides, de femmes d'un niveau socioculturel qui disent faire une FIV avec l'une est enceinte et l'autre n'est rien, puisque même si maintenant en France ces couples peuvent se marier, elles n'ont pas automatiquement la possibilité d'adoption de l'enfant du conjoint. De toute façon, même si elles l'ont, l'autre n'est rien, et en cas de divorce ou séparation, donc elles ont eu l'idée qui leur a été soufflée par un FIViste que je connais bien, un FIViste belge, qui est un type que je connais, qui est un type très bien, qui leur dit, écoutez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas cet enfant ensemble? L'une donne l'ovocyte et l'autre est enceinte. Les 3 couples que j'ai suivis ont trouvé ça absolument extraordinaire, et 2 sur 3, en plus, avaient un donneur qui n'était pas un donneur, qui était un vrai homme, qui pour des raisons amicales, mais aussi politiques, parce qu'en général, je demande à les voir, je pense que c'est important, puisque c'est une histoire à 3, que s'ils veulent venir, ils ne sont pas obligés, enfin je les ai toujours vus, donc font un enfant à 3, dans ces conditions un petit peu étranges. L'une est enceinte et l'autre a donné son ovocyte. Et alors, un de ces couples en est à son 2e enfant, et là, elles ont voulu inverser, que ce soit celle qui portait, qui donne l'ovocyte, mais ça n'a pas marché, parce que celle qui devait donner son ovocyte était la plus âgée des 2, puisqu'ils avaient commencé par la plus jeune, et ça n'a pas marché. Et donc, celle qui avait donné son ovocyte la première fois n'avait pas d'autre solution, si elles voulaient continuer leur projet, que ce soit elle qui porte l'enfant. Donc, elle m'a dit une phrase qui m'a sur le moment un peu étonné, mais enfin, il faut pas être étonné. Elle m'a dit, je vais être enceinte de 2 mois. Alors, et finalement, ça voulait dire... je serai enceinte, c'est moi qui fournis l'ovocyte, c'est moi qui vais porter l'enfant. Mais du coup, comme c'était passé par la fécondation in vitro, elle dit je suis enceinte de moi. Alors, il faut, bon. Et ça a marché. Donc je vais très vite sur la fin de l'histoire, parce que déjà c'est pas rien. Donc le premier enfant, les 2 mères ont participé. Le 2e enfant, seule une des mères a participé. Et ensuite, il se trouve que la première était très fertile. Elles ont encore une dizaine d'embryons congelés qu'elles ne comptent pas se faire transférer, parce qu'elles considèrent que 2 ça suffit. La plus âgée des femmes a, je sais pas, 45 ans. Et simplement, elles savent pas du tout quoi faire de ces embryons congelés. Et alors là, là j'ai pas le temps ce soir, et puis c'est un des volets de la fécondation in vitro qui est resté, je dirais, en jachère. C'est quid de l'embryon congelé. Le comité d'éthique s'est cassé la tête. Ils ont accouché laborieusement du terme personne humaine potentielle. Si Jean-François Malherbe était là, ça l'intéresserait sûrement beaucoup. Moi, ça m'a jamais plu ce terme, parce que potentiel, ça veut dire que toutes les potentialités sont là, et que si on donne un milieu favorable, un enfant va naître. Or, un embryon décongelé qu'on transfère, il n'a que 25% de chance de devenir un enfant. Donc potentiel ne va pas. Alors j'ai fait un peu de biblio, je ne suis pas la seule, mais j'ai trouvé un
un philosophe éthicien américain qui s'appelle Tristram Engelhardt, qui avait réfléchi depuis longtemps à cette question et qui a proposé l'expression de possible human person, personne humaine possible, ce qui est extrêmement juste. Mais les patients sont très décontenancés par ces embryons congelés, surtout tant qu'ils sont dans la démarche de PMA, de se les faire transférer. Bon, ils ont passé un petit temps au congélateur, ça c'est pas vraiment un problème, mais c'est quand ils n'ont plus l'usage, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'ils en font? On leur propose de les donner, mais alors là, de nouveau, l'histoire de frères et sœurs, ils sont de l'autre côté de ce que je vous disais sur l'accueil d'embryons.